Pourquoi et comment les médias sont-ils devenus si puissants ? Quelle mécanique les a rendus si incontournables dans nos vies et dans celles des footballeurs ? Des questions simples mais fondamentales pour comprendre à quel point les médias ont pris une telle place dans l'histoire du football français. Bienvenue dans le 3e et avant-dernier épisode du Poids des projecteurs. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Lui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Reste. T'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon. Pour comprendre cette montée en puissance, il faut d'abord revenir à la base. Qu'est-ce qu'un média ? À l'origine, c'est un outil pour transmettre une information, une image, une histoire d'un point A à un point B. Mais au fil du temps, ces outils ont changé de nature. Ils ne se contentent plus de transmettre, ils sélectionnent, hiérarchisent, interprètent et surtout, ils façonnent. Dans le sport, mais aussi dans beaucoup de domaines, le tournant clé, c'est l'arrivée de la télévision dans les foyers. À partir des années 60-70, on ne lit plus l'actualité, on la voit. La presse écrite a longtemps été la seule source d'analyse et de reconnaissance. Habituellement, on lisait des débriefs d'après-match dans les journaux comme L'Équipe, Le Parisien ou encore France Football. À partir des années 60-70, on ne lit plus l'actualité, on la voit. La presse écrite a longtemps été la seule source d'analyse et de reconnaissance. Habituellement, on lisait les débriefs d'après-match dans des journaux comme L'Équipe, Le Parisien ou encore France Football. Être encensé là-dedans, c'était presque une validation officielle d'un statut de joueur confirmé. Mais avec la télévision, tout change. On commence à voir les joueurs, leurs matchs, et donc à s'attaquer au visage, aux émotions, à la mise en scène. Le football devient alors une sorte de feuilleton. Et les joueurs, eux, des personnages. C'est aussi l'époque où les joueurs commencent à gérer leur image. Michel Platini, dans les années 80, était un stratège médiatique. Il maîtrisait ses sorties, parlait peu mais bien, et imposait une image de joueur intelligent, rationnel, parfois au-dessus de la mêlée. A l'inverse, Eric Cantona, dans les années 90, avait choisi la confrontation. Provocateur, abrupt, imprévisible, il fascinait autant qu'il irritait. Ce rapport conflictuel avec la presse nuira ensuite à sa carrière internationale. Les médias peuvent construire, mais ils peuvent aussi exclure. Puis vient l'explosion des chaînes d'infos, des talk-shows et des débats à rallonge à la fin du XXe siècle. Ils participent à faire du football un sujet de conversation constant, même en dehors du terrain. Chaque geste est analysé, chaque mot disséqué et chaque erreur rejoue en boucle. Plusieurs émissions emblématiques voient le jour comme Téléfoot à partir de 1977, Tout le sport en 1993 et quelques années plus tard, L'équipe du soir, présentée par l'indéboulonnable Olivier Ménard. La création de l'équipe du soir, c'est dû à un rendez-vous en 2008 avec un nouveau patron. Et j'écoutais à l'époque assez régulièrement On refait le monde, une émission sur RTL. Il faisait l'actualité avec un club de chroniqueurs. Il y avait plusieurs sujets, plusieurs choses dans la journée. Donc en fait, je dis, bah tiens, ce serait bien. Bon, j'ai trouvé le titre, j'ai trouvé les choses. Je me suis repointé, lui avait réfléchi de son côté. Bon, on a fait 5-4-2-1 et on est tombé sur la même idée. L'une des particularités de l'émission culte d'Olivier Ménard réside dans la notation des joueurs. L'équipe du soir est l'une des seules émissions dans le paysage audiovisuel français à attribuer des notes. Popularisées dans l'Hexagone par le journal L'Équipe, ces évaluations, souvent sur 10, sont devenues un langage commun entre journalistes, supporters et même joueurs. Au fil du temps, elles ont gagné en importance, jusqu'à influencer la perception globale d'une performance, parfois plus que le match lui-même. Une mauvaise note peut coller à la peau, alimenter les débats sur les plateaux télé ou nourrir la défiance d'un entraîneur. À l'inverse, une bonne note peut créer la sensation, propulser un joueur sur le devant de la scène médiatique et renforcer sa cote. Nous avons pu nous procurer le barème des notes de l'équipe du soir. 0 et 1 représentent un match exécrable avec un comportement inadmissible. De 2 à 4, une prestation décevante. 5, un match moyen. De 6 à 10, le joueur effectue un match satisfaisant, voire a atteint la perfection pour la meilleure note. Pour Olivier Ménard, la pression des notes n'est tout de même pas la même à la télévision que dans le journal. Les notes, c'est juste un match et une soirée, et voilà. C'est est-ce qu'il a réussi son match, est-ce qu'il a raté son match, est-ce que c'est un match moyen. Moi, j'ai pas plus de symbolique, d'ambition, de choses. Zidane en 98, avant la finale, c'était considéré comme un bon joueur. Après ça, il a été considéré comme un dieu vivant. Donc il y a des matchs qui comptent, qui comptent triple, enfin quadruple, je ne sais quoi. Et c'est pas les notes en fait. Les notes, c'est juste la conséquence de leur performance. Mais ce n'est que le début. Le vrai Big Bang, c'est l'arrivée d'Internet, puis des réseaux sociaux. En un clic, tout le monde peut se prétendre journaliste, commentateur, analyste. Plus besoin de faire des études, de passer par une rédaction et d'avoir une carte de presse. L'information devient instantanée
Et le pire dans tout ça, c'est que l'opinion prend le dessus sur le factuel. Sur X, TikTok, Instagram, tout est réaction, émotion, viralité. La recherche du buzz prime sur tout. Même les médias traditionnels cherchent ces clics. On le voit notamment par la multiplication des titres putaclic et par l'amplification de certains propos. Résultat, aujourd'hui, un joueur de foot n'est plus seulement jugé sur ses performances. Il est aussi évalué sur sa communication, sa personnalité ou encore sa capacité à maîtriser son image. Un tweet peut faire ou défaire une carrière, une déclaration mal interprétée peut provoquer une tempête, et tout ça, c'est alimenté en boucle par les médias. Mais pourquoi cette place est-elle si énorme ? Eh bien parce que l'audience la réclame. Le football, c'est une passion collective et les médias l'ont bien compris. Ils offrent des récits, des controverses, des héros, des traîtres. Ils transforment des matchs en épisodes, des transferts en sagas et des interviews en confessions. Ils nourrissent notre besoin de divertissement. Florence Lagos en est notamment aperçue cette saison 2024-2025 avec Jordan Verretou. Beaucoup de médias comme l'équipe ou même Lyon Foot n'ont pas manqué de critiquer le milieu de terrain de l'OL après ses prestations peu suffisantes. Et parfois, ça semblait de trop. J'aime pas qu'on s'acharne vraiment sur un joueur parce que ça reste un humain, tu vois, et après, ça peut entraîner beaucoup de choses derrière. Notamment, tu parlais de sa femme, elle se fait harceler sur les réseaux. Ça a été le cas à Marseille aussi, tu vois. Bon, après, faut voir aussi ce qu'elle poste. À partir du moment où ton analyse est juste, ça me dérange pas qu'elle soit publiée. Si ça vire à l'acharnement, peut-être qu'il y a une vraie raison. Après, il faut pas que ça vire au harcèlement. Et puis, il y a les intérêts économiques. Car plus les médias parlent de foot, plus les droits TV explosent, plus l'audience est au rendez-vous, plus les sponsors investissent. Et tout ça génère de l'argent. Et plus tout ça génère d'argent, plus les médias veulent en parler. C'est un cercle sans fin où tout le monde a quelque chose à gagner ou à perdre. L'arrivée de Canal+ dans le paysage footballistique français en 1984 marque un vrai tournant. Le football devient un véritable produit télévisuel avec des caméras au bord du terrain, ralentis, micros sur les bancs. Les joueurs sont exposés comme jamais. Et ce qu'ils disent, ce qu'ils font, même en dehors du terrain, devient matière à débat. Dès le plus jeune âge, certains subissent cette exposition. Le documentaire à la Clairefontaine, réalisé par Bruno Sevestre et diffusé en 2002 sur Canal+, suit la génération 86-87 de Ben Arfa, Diaby, Jourdain, dans la prestigieuse promotion de l'INF, l'Institut National de Football de Clairefontaine. La perception de cette médiatisation à seulement 13 ans peut être perçue de deux manières différentes. Elle peut propulser une carrière en faisant indirectement de la pub auprès des grands clubs, tout en pouvant la briser en plaçant des attentes bien trop élevées. Dans ce documentaire, Hatem Ben Arfa devient la star mais aussi la cible. Une scène d'accrochage avec Abou Diaby lui vaudra une image de caractériel et il le paiera toute sa carrière. Si je t'attrape sur la vie de ma mère, je t'ai dans mes mains, tu vas voir ce que je vais te faire. Pose-toi de me dire mon père, c'est un fils de tout ça, et tout ta gueule maintenant, tu vas voir. Là j'ai pleuré, mais je t'ai Le point de non-retour dans la relation entre les journalistes et les joueurs intervient avec l'affaire Naïsna. En 2010, l'équipe de France est présente en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Le 17 juin, à la mi-temps du match contre le Mexique, le sélectionneur Raymond Domenech reprend son attaquant Nicolas Anelka pour son mauvais placement sur le terrain. Agacé, le joueur tient des propos injurieux à son égard, des mots qu'il conteste, mais qui sont mis en une du journal L'Équipe le lendemain. Va te faire enculer, sale fils de pute. Voilà ce qu'on peut lire dans tous les kiosques de l'Hexagone. Cette phrase, qu'il n'a jamais reconnu avoir dite, marque sa chute médiatique définitive. Après cet incident, Anelka est exclu de la sélection et l'affaire déclenche une grève de l'entraînement parmi ses coéquipiers. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Après ça, Anelka ne portera plus jamais le maillot bleu. Certains joueurs comme Patrice Evra, Franck Ribéry ou encore Yoann Gourcuff mettront des années à se reconstruire médiatiquement. Et justement, un autre cas emblématique, Yoann Gourcuff. Comme Marvin Martin, que vous avez pu entendre dans le précédent épisode, Gourcuff a connu une carrière compliquée à cause des médias. En équipe de France de 2008 à 2013, il n'était pas apprécié par le groupe de par sa timidité et son talent, qui faisait, semble-t-il, des jaloux. Certains joueurs ne comprenaient pas sa surmédiatisation, au point de lui reprocher d'être l'ambassadeur d'Adidas France en 2010. Lunaire. Selon Sébastien Tarago, la faute reviendrait quand même plutôt aux joueurs. Je pense pas que les médias aient une part de responsabilité. Les médias, comme les footballeurs, sont dans un environnement qui est comme il est. On l'accepte ou on l'accepte pas. Je pense que Marvin Martin, en tout cas, il n'avait pas le niveau physique pour réaliser et en tout cas concrétiser les espoirs qu'on avait placés en lui. Ouais. Yoann Gourcuff, c'est différent. Yoann Gourcuff, il a très clairement été impacté effectivement par l'ampleur qu'il a prise. Et donc oui, c'est lié aux médias, mais c'est pas la faute des médias, c'est différent. C'est-à-dire qu'à un moment aujourd'hui, être footballeur professionnel, ça implique d'être surmédiatisé. C'est avec l'arrivée des réseaux sociaux que s'est opérée une deuxième transformation majeure, la fin des intermédiaires.
Les journalistes deviennent leurs propres médias, ils peuvent désormais s'exprimer sans passer par un journaliste, publier directement une réaction, une vidéo, une annonce de transfert ou un message d'excuse. Mais attention, cette place centrale a aussi ses effets pervers. Pression constante, lynchage numérique, rumeurs non vérifiées, polémiques inutiles. Dans cet épisode, nous voulions montrer comment nous en sommes arrivés là. Et dans le prochain, on se demandera si cette influence médiatique est en train de changer le visage du foot pour de bon. Spoiler alerte, la réponse est sûrement positive. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Lui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Rien à tester. T'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon.